Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Réal Poulain. Allô? Bonjour Réal. Bonjour, bonjour. Alors, tu es venu nous parler de deux auteurs qui sont sud-américains. C'est tout à fait ça. En fait, quand les premières fois que j'étais venu ici pour faire des chroniques, je faisais beaucoup du roman noir, mais là, j'ai décidé cette fois-ci d'y aller à fond avec ma couleur de littérature préférée. C'est vraiment les latino-américains. J'avais parlé du roman 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et maintenant, j'ai choisi deux autres auteurs. C'est vraiment une littérature que j'adore profondément. D'accord. Ouais. Alors, on commence par qui? Celui de Mario Vargas? On va commencer avec Mario Vargas, effectivement, qu'on dit Liosa. J'ai appris que c'était deux L, c'est Eliosa qu'on dit, semble-t-il. J'étais content de savoir ça. Ben, je suis contente que tu le saches parce que j'aurais pas su le dire. C'est un beau roman de M. Vargas Llosa qui s'appelle Lituma dans les Andes. Moi, Vargas Llosa, je le connaissais depuis longtemps, mais je ne m'étais jamais risqué à le lire. Ben, je savais que c'était un auteur plus politique. C'est un auteur qui va toucher beaucoup plus au côté politique d'Amérique. Fait que ça me faisait peur un peu, mais quand j'ai plongé dans ses livres, écoute, je suis tombé sous le charme parce que c'est vraiment... je vais commencer par vous parler un petit peu du livre. Hein? Oui. On va essayer de me recentrer. Donc, vas-y. Dans l'histoire de Lituma dans les Andes, on va suivre les deux enquêteurs, Lituma, qui était dans un premier roman que j'ai lu. Et Lituma est un garde civil. D'abord, il s'appelle des gardes civils pour un policier. Et son subalterne s'appelle Tomasito Carreno. C'est un brigadier qui va le suivre tout le long. Ils sont ensemble et ils vont devoir enquêter sur la disparition de mineurs. Parce qu'on est vraiment dans une partie des Andes où c'est les mineurs, c'est de l'exploitation minière. OK. Puis là, ben, les mineurs se mettent à disparaître. Fait que nos deux amis vont devoir enquêter sur ces disparitions-là. Mais en fait, l'enquête est un prétexte parce qu'on sait déjà au départ, Lituma, il doute déjà que c'est ce qui s'appelait les terroristes du Sentier lumineux. Ce qui s'appelait, à l'époque, ils les appelaient les sentieristes. OK. Qui sont probablement à l'origine de ça, mais ils n'arrivent pas à le prouver, mais lui, il se doute que c'est ça. OK. Fait que l'enquête va vraiment être là-dessus. Puis on le sait parce que parallèlement au périple de nos deux amis, il va y avoir des bouts, on va voir justement les terroristes du Sentier lumineux aller faire des attaques dans des villages. C'est des descriptions assez rough, assez rudes, qui décrivent vraiment la réalité des gens, comment ça se passait quand les terroristes attaquaient les petits villages. Ce qu'ils faisaient, ils attaquaient le village, ils tuaient les gens qui étaient plus près de l'autorité, puis les autres, ben, ils leur disaient, maintenant, vous allez être nos espions dans le coin. Donc, c'était le modus operandi des sentieristes. OK. Mais ça, j'ai appris plein d'affaires. Ben oui. Hein? Donc, c'est ça. Puis, au cours de leur enquête, ben, ils vont surtout avoir affaire à deux personnages qui tiennent le bar. Eux autres, c'est Donna Adriana et son mari Dionisio qui tiennent un petit bar où les mineurs vont tous se rassembler. OK. Eux autres, ils vont surtout parler que la disparition est due à deux choses. Je sais, ça a l'air dense. Est due aux Huyacos, qui sont des avalanches de roches, ou encore ça, c'est un mot encore plus dur à dire, des fistacos, ou des fistacos, en tout cas. C'est des genres de vampires qui siphonnent et la graisse et le sang des gens. Oups. C'est des croyances de là-bas. OK. OK. Donc, un phénomène naturel, puis une croyance d'une espèce de démon. Donc, c'est ça. Puis ils vont être tout le temps essayer c'est sûr qu'on devine un peu que Donna Adriana et Dioniso sont un petit peu complices. C'est pour ça qu'ils essayent de noyer le poisson de l'enquête des enquêteurs. OK. Mais parallèlement à ça, on va poursuivre, en même temps qu'ils suivent leur enquête, le subalterne qui s'appelle Tomasito Carreno a vécu, lui, on va apprendre parce que il va raconter à Lituma toute son histoire qui l'a amené à être garde civil, à être brigadier. Parce qu'au début, il y a eu une grande histoire d'amour, ce Tomasito-là, parce qu'il travaillait pour un genre de bandit. Et il était son garde, et le bandit recevait une dame qui s'appelait Mercedes.
Et il n'était pas gentil avec elle. Il la battait. Puis lui, ben, le petit Tomasito, ça l'a tout dérangé. Un jour, il décide qu'il allait défendre la jeune dame. Il tue le bandit et il sauve la dame Mercedes. Sauf qu'elle, c'est pas ça qu'elle voulait. Lui, il la payait pour qu'elle fasse ça. Elle était sa maîtresse. Elle vivait bien, elle était heureuse, puis elle vivait ça. Fait qu'elle était un petit peu choquée de la situation. Mais et il y oui. aura toute une histoire d'amour qu'on va apprendre dans ses confessions à Lituma. Donc, c'est tout ça entremêlé OK. qui fait la trame du roman. OK. Ce qui est vraiment le charme de ce roman-là, c'est l'écriture de Wagner Sloza. OK. C'est vraiment, comment je dirais, c'est comme si on avait un conteur assis dans ton salon et qui te contait une histoire. Cet auteur-là est péruvien. L'ouvrage est sorti en 93 au début, Oui, et puis aussi qui a été publié 3 ans plus tard chez Gallimard, c'est la ça. version française. Puis cet auteur-là a gagné plusieurs prix littéraires, dont le Nobel de littérature, ce qui n'est pas Effectivement. rien. Non, c'est pas rien, c'est vraiment Ouais. pas rien. D'ailleurs, Gabriel Garcia Marquez-Tout l'avait gagné. Le latino, ça prouve que les latinos écrivent tellement bien, là. Mais tellement bien. Donc, c'est ça. Puis, oui, il a gagné le prix Goncourt et on le voit dans son écriture parce que c'est tellement... À un moment donné, il y a tellement... sa capacité narrative est tellement forte qu'à un moment donné, il raconte, Tomasito, il raconte l'histoire à Lituma pendant qu'ils font l'enquête et c'est tellement bien narré qu'on a l'impression des fois que Lituma est avec lui dans l'histoire. À un moment donné, je lisais ça, puis il fallu... Et mon Dieu, mais c'est vraiment, excusez, une habileté d'écriture incroyable, ce qui rend la lecture vraiment, vraiment très agréable et très imagée. Surtout quand c'est documenté comme ça agrémente Tout à fait. les informations, puis Ouais. les apprentissages aussi. Ouais, il y là. a beaucoup d'informations qui passent de façon agréable, puis ça nous fait voir aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux personnages, Lituma et Tomasito, ils vivent, c'est vraiment des brigadiers, mais ils vivent dans une petite cabane, il n'y a même pas de porte, il n'y a que deux lits de camp. Ils vivent là-dedans dans la pauvreté, un peu dans la terreur, mais Tomasito garde tout le temps sa bonne humeur, il y a tout le temps un fond de beauté de la vie à travers son histoire d'amour, à travers ça. Fait que c'est vraiment un enseignement, puis on le voit dans beaucoup des livres latino-américains, de trouver le bonheur à travers la pauvreté, à travers les difficultés qu'ils passent. OK. On le sent beaucoup dans la littérature. Donc, une intrigue intéressante, plus d'une intrigue, si je suis bien Oui, ce que tu me oui, dis. vraiment. Puis, une enquête qui va nous conduire sur le sentier lumineux. Puis il y a une petite surprise avec l'histoire d'amour de Mercedes et Tomasito à la Ah, fin. d'accord. Donc, ça Une rajoute. surprise qu'on ne dira pas pour donner le goût. Quoique je ne suis pas un pro des histoires d'amour, je tiens à dire. OK, on prend ça bonne note. Non, c'est une blague. OK, le deuxième. Le deuxième, c'est un petit bijou, vraiment un très court roman de Luis Sepulveda. Je dis Louis ou Luis Sepulveda, peut-être tu peux m'en parler d'avant. Hein? Ah oui, ben, Tu as l'air d'avoir fait des recherches. c'est un ça Chilien. m'appelle. Oui, oui, oui. Oh, oui, c'est un Chilien. C'est un Chilien. C'était son premier roman. Oui. Ça a été publié à plus d'1 million d'exemplaires. Ça a été un succès planétaire. Ça a déjà... Puis moi, ce que j'ai aimé de cet auteur-là, c'est qu'il est multidisciplinaire. Ce n'est pas qu'un auteur, c'est un acteur, un scénariste, un réalisateur. Ok. C'est un Il y a artiste. Il y a un gros bagage. C'est ça. Effectivement. C'est un artiste, puis ce livre-là, il a ouvert plein de portes parce que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre. Je ne l'ai pas lu, puis je te jure, quand j'ai fait mes recherches, je suis contente parce que ça m'a tout de suite donné le goût. De le lire. Oui, Oh, tout à écoute. fait. Alors, parle-nous de ça. Ben, en fait, moi, je l'ai relu pour la chronique. Je l'avais lu Ok. il y a longtemps, puis je m'en rappelais pas assez. Et je l'ai relu de façon très, très différente. Et j'ai vraiment été, écoute, soufflé par cette deuxième lecture. Pour une raison aussi, entre autres, c'est que dans le livre, on va parler beaucoup des... et je vais oublier le nom des Chouars. C'est une tribu qui vit là-bas, les Chouars. Et moi, j'avais vu avant un podcast historique qui s'appelle L'Histoire nous le dira. Un très bon podcast. Je l'écoute pas toutes, mais c'était un podcast par hasard. J'ai écouté sur les têtes réduites. OK. Et puis là, il expliquait que c'était les Chouars qui faisaient. Et quand je l'ai relu, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est une vraie tribu. Et ils ne parlent pas des têtes en tant que telles, mais ils parlent beaucoup de la tribu. Mais je vais vous lire l'histoire. Ah, Donc, ok. on va suivre l'histoire de Antonio José Bolivar Proano.
C'est le vieux qui lisait des romans d'amour. OK. Antonio vit dans un petit village qui s'appelle Idilio. Un petit village, parce qu'une idylle, Idilio, c'est sur le bord d'un fleuve. Et au début du roman, on voit Antonio José Bolivar, il est sur le quai, et il y a le dentiste qui arrive. Ça, c'est magnifique. Le dentiste est magnifique. Et c'est un dentiste, il arrive avec une chaise, il met ça sur le quai, et lui, il anesthésie à sa façon très particulière. C'est très drôle, mais c'est pas lui qu'on va suivre. Mais ça va nous faire connaître Antonio José Bolivar, parce que là, il va arriver un corps sur le quai qui va atterrir sur le quai. Je me souviens plus comment le corps atterrit, mais tout dépecé, magané. Et le maire qui va arriver sur le quai en même temps, qui est haï de tout le monde. C'est un maire qui est vraiment détesté. Je vous dis pas tout parce que le roman est tellement court qu'il faut que vous le découvriez. Et lui, il va dire qu'il y a 2 chouards sur le quai également. Il dit c'est eux autres qui ont dépassé, c'est des pas fins. Puis le vieux va dire non, non, non. Il dit c'est pas le travail des autres, c'est un travail d'un oslo, d'un animal qui a tué. Puis il a expliqué que c'est probablement des chasseurs qui ont tué la mère et l'oslo est devenu un tueur. L'oslo, c'est dans la famille des félins, hein? Oui, tout à fait. C'est magnifique. J'ai été voir en plus à quoi ça a l'air. Oui, c'est... Et ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, on va retourner à apprendre qui est ce José qui a l'air à savoir tant. Et c'est là qu'on va apprendre que Antonio José Bolivar, au tout début, à l'époque, ça se passait un peu comme ici. Lui a été colon, il est parti avec sa femme au Chili. Là. Il attribuait une terre à quelqu'un qui la cultivait, un peu comme on faisait ici dans le temps de la colonie. OK. Sauf que c'est en Amazonie, les forêts sont un petit peu plus dangereuses, mais malheureusement, sa femme est décédée là. Ça a très mal été son installation jusqu'à temps que là, il était vraiment mal en point. Il a dû se battre avec un serpent. Et c'est vrai que les chouards l'ont recueilli. Les chouards, ils ont tout appris sur la forêt. Les chouards, ils ont tout appris. Et c'est pour ça qu'ils connaissaient beaucoup. Fait qu'on va le suivre beaucoup dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'il ne croit pas le maire. C'est ça. C'est pour ça que lui, il savait c'était quoi. Fait que là, on comprend qu'il a vraiment tout appris. Et tu vois que l'auteur connaît vraiment beaucoup toutes les habitudes des chouards, puis tout. C'est vraiment magnifique, on apprend énormément. Et, excusez aussi, par contre, il ne pourra pas rester avec les chouards parce qu'il ne sera jamais de la tribu des chouards. Mais c'est correct, c'est là, il va aller, à partir de là, il a été s'installer dans le village. Mais ce qu'il y a de beau aussi, ce que j'ai trouvé, c'est pourquoi il lisait des romans d'amour. On se demande pourquoi le vieux lit des romans d'amour. C'est tellement un beau titre. Oui. Parce que au Chili, Antonio, quand il a appris à lire, il a appris à lire pour voter. On apprenait à lire aux gens pour qu'ils votent du bon bord. Fait que lui, il a appris à lire, mais après, il s'est demandé qu'est-ce qu'il faisait avec ça. Et là, tout à coup, parce que c'est vraiment un village très éloigné, il s'est mis à avoir accès à des livres. Il dit, je peux lire ça. Puis là, il s'est mis à lire beaucoup de choses. Il a été dans un autre village avec le dentiste. Et là, il a vu une enseignante qui a montré tout ce qu'il pouvait apprendre à lire. Il a lu des manuels de mathématiques. Ça ne m'intéresse pas. Et de fil en aiguille, il a fini par tomber sur un roman d'amour. Et là, il a dit, c'est ça que je veux lire. Mais depuis ce temps-là, puis là, c'est le dentiste qui, à la longue, lui, amenait des romans d'amour pour qu'il puisse. Ce qui fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est l'amour. Donc, pour revenir, là, on comprend pourquoi il est là. Et là, quand il va apprendre au maire que c'est un oslo, là, ils vont tous comprendre qu'il réussit à faire comprendre au village que s'il ne chasse pas l'oslo va tuer tout le monde. Et là, il a commencé à avoir des cadavres. Il y a un village, pas un village, un habitant quelque part qui s'est fait attaquer par l'oslo. Donc, là, ils vont devoir chasser l'oslo. Et bien sûr, sur qui ça va tomber? Parce qu'il connaît mieux l'Amazonie, c'est notre vieux qui lisait des romans d'amour. Mais au début de la chasse, il va partir avec des guerriers pour commencer la chasse à l'oslo. Je tiens à le dire parce qu'il y a une nouvelle anecdote sur ces romans d'amour. C'est ça qui fait la beauté de ce roman-là. Le lien, c'est vraiment les romans d'amour que lui lit. Parce que là, ils s'installent, ils font leur campement en attendant de l'oslo. Puis là, il sort son roman, vu qu'il va passer la nuit. Puis là, les autres guerriers le regardent. Qu'est-ce que tu lis? Et là, ben, je lis des romans d'amour. Puis là, ils font semblant de lire. Pourrais-tu nous en lire? Puis ce qui est beau, c'est que dans le roman, c'est un roman qui se passe à Venise.
Puis là, ben, ils se mettent, ils n'ont aucun repère de ce que c'est. Ouais. Des gens qui se flottent sur l'eau. Fait que là, ils se font tout ça. Mais comment ça se peut? C'est magnifique à travers une chasse à l'Oslo. Ils rentrent un petit côté Qui merveilleux. font un petit goût. C'est ça, les auteurs Ouais, latinos. Il y a ouais. tout un petit côté merveilleux qui vient se rejoindre à l'histoire. Et la fin de l'histoire, bien sûr, il va finir cette histoire-là. Je ne vous conterai pas la fin, Ben non. mais je peux vous dire que ça va être un duel entre l'Oslo et le vieux qui lisait des romans d'amour, qui est poétique. C'est plein de surprises. Mais c'est un roman très près de la nature. C'est un gars qui est près des animaux et de la nature. C'est un roman humaniste. C'est vraiment... Je le conseille à tout le monde. Lisez-le. En tout cas, ça a été traduit en 35 langues différentes. Ça a fait l'objet d'un film au début des années 2000. Ah, je sais ouais, pas. je savais pas. Ouais, ben moi non plus, je savais pas. J'ai appris ça Faudrait que je le aujourd'hui. Ouais, c'est ça. voie. Je le vois. Donc, ça s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Le Puis, Louis C.K. est-ce que tu peux me dire, j'ai pas noté la maison d'édition. Ah oui, Métaillé. Métaillé, mais il est chez Point. Il est Ah, chez Point. il est chez Point roman, aussi. c'est moins cher en version de poche. Ouais. C'est 130 pages, 120 pages. OK. De J'aimerais ça que tu me dises, Réal, cette passion-là pour les auteurs latinos te vient d'où? Ça, c'est très drôle. C'est Paul Vachon. Ah! Il était enseignant au cégep à l'époque. Il m'enseignait l'histoire. OK. Et il nous a donné comme lecture obligatoire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et je le remercierai jamais assez. OK. Ça, c'est vraiment le bijou des bijoux de la littérature latino-américaine. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Fait que j'en remercie Ça a beaucoup été ton de Paul premier, Vachon. puis après ça, tu as exploré. J'ai exploré, je n'ai fait que des belles découvertes. Plus tard, je parlais peut-être d'Alfredo Bryce-Echenique, mais il y en a beaucoup, là. Il y a vraiment beaucoup Qu'est-ce qui d'auteurs. les distingue? Tu sais, tu parlais de magie tantôt. Je pense qu'il les distingue. C'est vraiment tous j'ai l'impression que c'est tous des gens qui sont près des sentiments d'humain. C'est vraiment très, très près des sentiments de tous les humains. C'est pour ça qu'on se retrouve tous. Un côté Un collectif. côté collectif d'humain. Puis c'est ça. C'est pas mal ça que j'aime beaucoup d'eux autres. Une écoute de. Puis le côté fantasmagorique, un peu du merveilleux. Il y a tout le temps quelque chose de merveilleux dans les malheurs qui arrivent. Il arrive tout le temps à sortir un petit côté merveilleux de la vie. Puis on sait, là-bas, ils n'ont pas le choix de faire ça. Un peu comme nous autres en pandémie. C'est comme le flamboyant. Tu parles de ça, puis je vois l'étoile de Frida Kahlo. Ah, Tu vois? Je vois la couleur. Je vois le vrai, parce que Frida, on est dans le très concret. Je vois l'imaginaire avec ses Ouais. élèves qu'elle transforme en petits singes, ouais, hein, dans son c'est autoportrait. ça. Puis je vois les couleurs qui sont flamboyantes. Ouais. Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup, Réa. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un vrai plaisir de t'entendre parler de ces deux ouvrages-là. En espérant que j'ai donné le goût de le lire. Ben, je le souhaite aussi. Puis sur ce, c'est terminé pour nous. Je vous remercie. Puis je vous souhaite une belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit par trois auteurs, trois femmes québécoises. Le titre, c'est Un été, trois grâces. C'est un livre qui n'est pas très volumineux, c'est 195 pages. Les trois auteurs sont Louise Portal, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier. Je ne sais pas si les noms vous disent quelque chose, mais les trois sont comédiennes. Elles racontent dans ce livre-là leur été 1975, ça fait quand même plusieurs années, là, 1975, où elles jouaient toutes les trois au théâtre de la Marjolaine. Elles jouaient dans une comédie musicale qui portait le nom de Madeleine de Verchères. Elles étaient les trois dans la vingtaine. Et elles ont joué cette pièce de théâtre-là. Elles habitaient ensemble dans un chalet qu'elles ont surnommé l'Oasis. Et je reviens sur le titre, Un été, trois grâces. Trois grâces, c'est le nom qu'on leur avait donné et qu'elles se sont donné aussi, qu'elles ont gardé, puisqu'elles étaient trois amies et elles ont gardé ce nom-là. Elles habitaient ensemble et elles se racontent chacune séparément, individuellement. C'est Louise Portal qui a eu l'idée
de ce livre-là, où elles parlent de leur expérience de 1975, mais elles racontent aussi un petit peu leur vie, chacune séparément, et en même temps la naissance de leur amitié cette année-là, où par hasard, elles se sont retrouvées à jouer ensemble et leur amitié a perduré et dure encore jusqu'à maintenant. Louise Portal, c'est une écrivaine, c'est une chanteuse, c'est une comédienne. On la voit présentement dans la comédie Trop à Radio-Canada. Elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre, elle a écrit plusieurs livres et son texte dans Un été, trois grâces, c'est un texte où elle raconte son enfance, ses débuts comme comédienne, ses amours, et où elle parle aussi de sa sœur qui était comédienne et qui porte le nom de Pauline Lapointe. Probablement que le nom vous dit quelque chose. Marie-Lou Dion, c'est aussi une comédienne. Elle a joué dans l'émission Le temps d'une paix, elle jouait le rôle d'Antoinette. Probablement que ça vous dit quelque chose parce que l'émission Le temps d'une paix repasse à la télévision, on la voit régulièrement. Elle a joué aussi dans une série pour enfants qui s'appelait Fémini. Ça, il fallait peut-être être des enfants à l'époque pour l'écouter. Elle est devenue metteur en scène. Elle est aussi coach de jeu auprès de gens qui font de la comédie lyrique. Christiane Pasquier a joué dans Du tac au tac, elle a joué dans La petite patrie, dans La bonne aventure. C'est une comédienne qu'on a vue souvent. En vieillissant, bien là, la télévision étant peut-être un peu ingrate pour les femmes d'un certain âge, elle est devenue metteur en scène et elle met en scène elle a mis en scène plusieurs émissions. Chacune de ces personnes retourne en arrière. Dans le livre, elles retournent en arrière, elles racontent leur expérience de vie, elles racontent leurs amours, elles sont dans la vingtaine et elles profitent de la vie. Elles profitent du temps qui passe et elles racontent leurs amours, leurs amants, tout ce qui se passe dans leur vie. Et à la fin, chacune parle un peu de l'époque actuelle parce qu'elles ont refait comme une espèce de pèlerinage et elles sont retournées sur les lieux où elles avaient vécu à l'époque. Elles ont revu le chalet où elles avaient habité, qui avait bien sûr grandement changé. Je rappelle le titre, Un été, trois grâces, de trois auteurs, Louise Portal, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier. Je vous laisse en vous disant, la lecture est un moyen légal d'évasion. Merci, bonjour.